Merci à tous d'être là aujourd'hui pour ce webinaire. On est très content enfin là, très contente en l'occurrence de présenter ce projet qu'on a eu à l'OID et qui nous a occupé pas mal pendant ces derniers mois. Donc voilà, c'est super et c'est l'aboutissement d'un travail qui nous a enthousiasmés. Euh, donc, tac, voilà. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Peut-être pour me présenter, je suis Delphine Moureau. Je travaille à l'OID en tant que chargée de projet sur les thématiques de l'adaptation au changement climatique, de finances responsables et de biodiversité aussi. Mais c'est surtout avec la thématique de l'adaptation que je m'adresse à vous aujourd'hui. Et je suis accompagnée pour cette présentation de Mathilde Philippot. Je te laisse te présenter peut-être, Mathilde. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour ce webinaire. Effectivement, comme l'a dit Delphine, on est très enthousiaste de vous présenter ce travail de longue haleine. Donc, moi, je travaille aussi à l'OID sur des questions d'adaptation. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à dire si vous avez des problèmes pour nous entendre, qu'on ne parle pas de manière inaudible pour vous. N'hésitez pas à le mettre dans le chat, on suit les messages. Voilà, donc pour le sommaire peut-être de cette réunion aujourd'hui, on va de manière assez classique commencer par une introduction sur les thématiques de l'adaptation au changement climatique. Donc pourquoi c'est un enjeu, qu'est-ce qui fait qu'il faut en parler aujourd'hui. Voilà. Ensuite, le cadre d'élaboration du guide des actions adaptatives au changement climatique qui nous réunit ce jour. Et ensuite, pour aborder de manière un petit peu plus concrète quelques actions adaptatives qu'on a identifiées, on va réfléchir et vous montrer un bâtiment sur lequel on a concentré un certain nombre d'actions, ce qui va nous permettre de plus rentrer dans le détail de quelques actions adaptatives. Donc, et bien sûr, pardon, pour finir, un temps d'échange, on pourra répondre à vos questions plutôt à ce moment-là. Et c'est pour ça que je disais, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis nous, on les prendra en compte à la fin de la présentation. Alors, tac. Donc, on va rentrer dans la partie introductive. Comme je vous l'ai dit, on reprend un petit peu, voilà, quand on parle du constat climatique, je pense que c'était important de repartir de ça aujourd'hui. Donc, le changement climatique, on est aujourd'hui quand même assez sûr, enfin, on peut tout à fait établir que le changement climatique, ça a déjà commencé. On observe du coup un réchauffement des températures depuis un certain nombre d'années, de décennies. Ici, vous avez un schéma que vous avez peut-être déjà vu passer qui montre l'évolution des températures depuis le début du 19e siècle. Et donc, on voit clairement qu'on a une accélération de ce phénomène. Ce qui fait que parmi les années les plus chaudes, elles se sont pour la grande majorité déroulées au XXIe siècle. Et donc, on a donc ce fait, un réchauffement des températures, mais ce qu'il est important de noter, c'est qui accompagne ce bouleversement climatique une certaine hausse en intensité et en nombre des aléas climatiques qui sont liés à ce changement global, avec des événements climatiques extrêmes qui ont des impacts sur nos activités, nos sociétés humaines, et qui sont conséquents. Donc, j'ai remis ici des informations qui sont extraites d'un rapport du GIEC de 2014 qui nous permettent vraiment aujourd'hui de resituer nos travaux. Voilà, on voit en fait on a isolé ici les impacts sur l'Europe, mais bien sûr, il faut noter qu'il y a des impacts avec des disparités importantes entre les différentes régions du monde. Et donc, on voit qu'on a un risque climatique, enfin l'évolution du risque climatique qui augmente. Donc ici, sur le premier bâtonnet, sur les trois petits schémas, on a les risques climatiques tels qu'ils sont aujourd'hui. Ensuite, les risques climatiques à court terme qui augmentent pour les vagues de chaleur, les sécheresses, comme on voit ici, les risques incendies.
et qui augmente encore plus pour les horizons de long terme, qu'il s'agisse d'un scénario à 2 ou 4 degrés. Donc 2 degrés qui est le scénario suivi principalement par les accords de Paris, donc 1,5 à 2 degrés, et 4 degrés qui est a priori plutôt le scénario business as usual, bien que bon, ce soit encore en évolution, bien sûr. Et donc voilà, on a ce constat avec des risques climatiques qui augmentent, des risques aussi, du coup, pour les activités humaines qui augmentent aussi. Et ce qu'il est intéressant en fait de voir ici surtout, et ce qui est la raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui, c'est la part ici sur les schémas qu'on voit en hachuré qui représente la marge de manœuvre en fait pour les acteurs, l'impact que peuvent avoir des actions d'adaptation pour réduire ce risque climatique. Donc ça peut être significatif. Ça peut réduire le risque de moitié par exemple pour le schéma lié aux inondations. On va passer d'un risque moyen élevé à un risque faible moyen. Donc, c'est quand même vraiment très important de se réunir et de réfléchir à ces thématiques de l'adaptation aujourd'hui. Donc, si on se pose la question de ces enjeux, on voit clairement que c'est important, mais est-ce que pour le secteur du bâtiment, c'est une question qui se pose, pertinente? Alors, oui, bien sûr, et je pense que vous êtes tous d'accord avec ça aujourd'hui. Et pourquoi? Donc, on a en fait pour le secteur du bâtiment et l'immobilier des particularités qui font qu'il y a une exposition particulière de ce secteur, notamment avec une durée de vie longue des bâtiments. Donc, ce qui fait que les bâtiments qui sont construits aujourd'hui devront résister aux aléas et faire face à un climat avec des aléas plus importants dans les 20, 30, 40, voire 50 prochaines années. Donc, c'est vraiment un enjeu à prendre en compte dès aujourd'hui. De ce fait, on a un faible taux de renouvellement, bien sûr, du parc bâti. On est sur des bâtiments et des activités qui sont non délocalisables d'un point de vue financier. C'est un enjeu important. Et bien sûr, des implications économiques et sociales importantes. Bon, les bâtiments, on vit bien sûr avec. Ils nous servent à nous loger, à exercer nos activités professionnels, donc vraiment, ils servent dans la vie de tous les jours et une atteinte à l'intégrité du bâti va forcément porter atteinte et avoir des répercussions sur des dégâts humains, économiques, sociaux conséquents. Et des dégâts qui peuvent également engendrer des coûts élevés, ce qui va avoir un impact particulièrement important pour les secteurs économiques et financiers. Donc, face à ce constat de l'exposition et de la vulnérabilité de ce secteur face au changement climatique, on voit la nécessité de s'adapter, mais il y a un certain nombre de freins qui ont bloqué la prise de conscience et la prise en main de ces thématiques par les acteurs. Et donc, on réfléchit à faire évoluer tout ça, bien sûr. Déjà, il y a la difficulté de se saisir de ces thématiques dans la mesure où on a des horizons temporels qui sont différents entre les aléas climatiques qui vont se développer au cours des prochaines décennies et les horizons économiques qui nous conduisent au quotidien, qui sont peut-être plus de court moyen terme. Et donc, il y a peut-être une difficulté de se saisir de ces problématiques aujourd'hui, notamment en termes d'analyse de coûts. On réfléchit souvent plus à court ou moyen terme. Ensuite, il demeure encore une certaine incertitude sur les scénarios prospectifs des prochaines décennies. Donc ça va également avoir un rôle là-dedans, dans la difficulté des acteurs d'avoir une lisibilité de ces enjeux. On a, bien qu'un certain nombre d'outils se développent, encore des difficultés à identifier des outils clairs pour les acteurs qui sont un petit peu peut-être perdus face à l'ampleur du chantier, si je puis dire, et un engagement du législateur qui demeure faible, même si on a des évolutions récentes. Donc, en ce sens, on peut noter notamment le plan national d'adaptation au changement climatique 2, qui a été mis en place en 2018. Et puis plus récemment, la stratégie de l'Union européenne qui a été publiée fin février 2021, ou encore des différentes réglementations en finance aussi, par exemple la taxonomie verte européenne qui va rentrer en vigueur à la fin de l'année, qui va permettre d'inciter les investisseurs aussi à prendre en compte ces questions d'adaptation au changement climatique.
Donc, voilà, on est face à ce constat, à cette situation, et nous, à l'OID, on est convaincus du coup de cette urgence d'agir, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous présenter le guide des actions adaptatives au changement climatique. Donc, je vais maintenant aborder le cadre d'élaboration de ce travail pour vous permettre un petit peu de vous saisir de ce document qui, j'espère, vous sera bien utile dans vos stratégies. Voilà, donc comme je le disais, l'Observatoire de l'immobilier durable s'est positionné en tant qu'acteur pour accompagner les acteurs du secteur immobilier et le secteur du bâtiment pour la prise en compte de ces enjeux. Il y a notamment un groupe de travail qui a été lancé en 2019, qui se réunit régulièrement, qui essaye d'identifier les différents outils, les différents leviers à activer pour favoriser la prise de conscience et la prise en compte de ces enjeux par le secteur. Et donc, ce qui a permis de déjà élaborer plusieurs outils. Tout d'abord, les fiches aléas. Donc ça vient du constat qu'on s'est dit que c'était intéressant d'avoir, qu'il était difficile de vraiment comprendre quels sont les enjeux, quels sont les aléas pour les acteurs, comment est-ce qu'ils vont s'appliquer sur les actifs. Et donc, c'est à ces questions-là que doivent répondre les fiches aléas. On en a 4 à ce jour sur les aléas vagues de chaleur, sécheresse et retrait gonflement des argiles, inondations et submersion marine. Et donc, elles vont fournir pour ces différents aléas un certain nombre d'informations qui sont très importantes pour aborder ce sujet, à la fois sur les définitions de ces aléas, l'impact qu'elles peuvent avoir sur les bâtiments, les critères de vulnérabilité du bâtiment face à ces aléas, des pistes d'action, les facteurs aggravants qui vont augmenter la vulnérabilité du bâti. Donc voilà, des informations essentielles pour aborder la thématique de l'adaptation au changement climatique. Toujours dans cette volonté de fournir des outils aux acteurs, on a eu également la mise en ligne d'un outil de diagnostic de risque BAT-ADAPT, donc, qui a été mis en ligne en 2020 et qui permet aux acteurs, sur la base d'une analyse de risque, d'identifier vraiment quels sont les risques climatiques auxquels leurs bâtiments sont exposés, en tenant à la fois compte des informations liées à l'exposition, donc suivant la localisation et aussi suivant la nature de l'aléa, mais aussi en tenant compte de la sensibilité du bâtiment et des enjeux d'usage qui vont constituer sa vulnérabilité. Et donc ce qui va permettre vraiment d'avoir un diagnostic détaillé ensuite sur le risque climatique pour les bâtiments. Donc, c'est un outil intéressant et qui permet de dresser un état de fait sur la capacité d'adaptation d'un bâtiment ou d'un parc immobilier également. Et pour aller au-delà maintenant de cette phase de diagnostic de risque, on a voulu mettre en place ce guide des actions adaptatives au changement climatique. Et donc, l'objectif de ce guide, c'est vraiment d'orienter les acteurs vers des actions qui vont être adaptées à leur bâtiment, adaptées à leurs besoins, à l'état de connaissance des sujets. Voilà, donc vraiment avoir ce travail-là. Donc, oui, voilà, vous avez ici les objectifs du guide. Également, comme vous retrouvez là, de fournir des clés de compréhension des différents aléas, des différentes actions, parce que parfois, c'est important d'identifier, on peut identifier des actions, mais c'est important de les comprendre, vraiment de comprendre les tenants et aboutissants de chaque action adaptative. On a aussi souhaité contribuer à la mise en lumière du sujet pour toujours favoriser cette diffusion pour les acteurs et inspirer les acteurs qui souhaitent engager des démarches d'adaptation, qu'il s'agisse de projets neufs, existants. Voilà, donc vraiment fournir des informations sur quelles actions peuvent être mises en œuvre et voir que c'est faisable. C'est pas juste une idée, on peut vraiment commencer déjà le travail. Donc, pour la structure du guide des actions adaptatives, vous avez ici le sommaire qui est assez classique finalement. Ce qu'il est intéressant peut-être de dire sur ce sommaire, pardon,
c'est qu'on peut avoir une navigation soit thématique, qui va respecter une structure que je vais aborder juste après, ou alors une navigation par aléa, donc c'est peut-être ça le plus important, qui va permettre vraiment de consulter les actions que l'on souhaite consulter. Et donc une introduction générale, un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, donc à la fois les enjeux de l'adaptation, mais aussi les travaux de l'Observatoire de l'immobilier durable et comment est-ce qu'on aspire à vous accompagner, enfin accompagner tout le secteur dans cette démarche. Et bien sûr, les fiches actions, donc les 41 fiches actions dont on va voir juste après la structuration. Voilà, et des ressources pour aller plus loin sur l'adaptation, avec des renvois notamment vers le Centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique, ou encore vers des plateformes telles que Adaptaville, qui sera accessible prochainement. Enfin voilà, un certain nombre d'autres ressources et initiatives intéressantes. Pour la structuration des chapitres, pour ranger les fiches dans différentes classes. On a, dans un souci de lisibilité, choisi de reprendre les catégories qui ont été développées dans le cadre d'un groupe de travail de l'Alliance HQE. Et donc, on a voilà, repris ces catégories qui couvrent les actifs, enfin les différentes parties du bâtiment et qui permettent vraiment d'avoir une vision globale et de couvrir tous les enjeux. Et qui, voilà, avec un premier chapitre sur les structures, matériaux et composants, qui va s'intéresser à tous les revêtements, éventuellement les revêtements albédo, les matériaux isolants, la structure, les fondations. Un chapitre sur les conditions de santé et de confort, qui va s'intéresser plus à tous les enjeux de rafraîchissement, de ventilation, des enjeux, enfin des pistes d'action. Voilà, on va les aborder ensuite dans notre présentation. Un chapitre sur le site et terrain, qui va plus prendre en compte les abords du bâtiment, donc sur des stratégies de végétalisation, sur les aménagements proches du bâtiment, qui vont lui permettre d'augmenter, d'améliorer sa résilience, pardon, et de s'adapter. Un chapitre essentiel qui est peut-être pas encore très considéré dans le cadre des stratégies d'adaptation, c'est toute la thématique des usages et comportements qui peuvent être un réel levier dans l'amélioration de la résilience des actifs et des bâtiments, et donc qui gagnent vraiment à être approfondis, à être mis en lumière, et avec des actions qui sont basées sur le lien social et la résilience collective, donc une démarche intelligente et collective, je dirais. Et un chapitre également qui est très important sur l'ancrage des bâtiments, avec toutes les thématiques des réseaux, des infrastructures et services qui doivent être mises au service de la résilience également, pour permettre d'adapter les bâtiments au changement climatique. À ce jour, on a structuré le guide autour de 6 aléas climatiques que vous retrouvez ici. Bien sûr, on ne prétend pas, on n'a pas cherché à couvrir l'ensemble des aléas qui vont s'appliquer au bâtiment. On n'a pas non plus, c'est pas, enfin, il y a des aléas peut-être tels que les averses de grêle ou la variation de la pluviométrie, qui vont avoir également un impact significatif sur les bâtiments et qui serait intéressant d'approfondir. Donc voilà, c'est une démarche qu'on initie et qu'on appelle à approfondir également au fur et à mesure, mais c'est pour l'instant les aléas que nous avons pris en compte dans ce guide. Pour la structuration des fiches, on a souhaité reprendre le même schéma dans un souci de lisibilité sur toutes nos fiches actions, donc sur les 41 fiches, avec une structuration avec un format recto verso, où on va avoir accès aux informations principales, donc notamment quels aléas sont concernés par cette action, quelle partie du bâtiment, quelle étape du cycle de vie. Est-ce qu'il s'agit d'une action qui s'applique à de la construction, à de la rénovation, de l'exploitation? Donc, c'est des informations qui peuvent être intéressantes
pour une démarche d'adaptation, et également des indications de coûts et de complexité pour accompagner les acteurs aussi, pour avoir une idée de la faisabilité des différentes actions qu'on propose. Et toujours de manière un peu plus lyrique, peut-être un peu plus rédigée, des conseils pour la mise en œuvre des actions, vraiment où on est venu identifier les principaux points essentiels à ne pas manquer, parce que c'est bien d'identifier les actions, mais c'est aussi très important de bien les réaliser. Donc c'est un enjeu vraiment important qui pourrait, enfin, s'il n'est pas bien pris en compte, pourrait mener à des ratés finalement qui seraient regrettables. Une identification des freins et leviers, qu'il s'agisse de freins et leviers techniques, réglementaires, normatifs, financiers, vraiment pour permettre de voir toujours dans les points d'attention à avoir. Et pour illustrer les actions, des illustrations avec des schémas, des images et des retours d'expérience d'acteurs qui ont pu mettre en œuvre les différentes actions. Et je souligne aussi ici qu'on n'a pas systématiquement identifié des acteurs sur toutes les fiches et que si jamais vous avez pu expérimenter une action dans le cadre que nous mettons en avant dans le guide, n'hésitez pas à nous contacter. Et c'est très intéressant pour nous aussi d'avoir ces informations, d'intégrer les retours d'expérience qui permet aux lecteurs et aux acteurs désireux de s'engager vraiment d'avoir des informations concrètes sur la mise en œuvre de l'action, comment ça marche, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont peut-être pas marché, enfin voilà. Donc, je vous propose maintenant peut-être, après cette partie très descriptive, je vous invite bien sûr à consulter le guide pour en savoir plus. Et donc, on va aborder une partie peut-être un peu plus concrète sur des actions qu'on a choisi de mettre en avant. Donc, quelles actions adaptatives pour adapter le bâtiment? Parmi les actions qu'on a choisies, il est important de souligner qu'on a respecté une certaine démarche, une certaine rigueur, avec des grands principes qui permettent de favoriser une adaptation positive et d'éviter les écueils de la maladaptation. Et donc, on a voilà, les 4 principes que nous avons mis ici. D'abord, adopter systématiquement une démarche de sobriété qui va être en ligne avec les enjeux de l'atténuation du changement climatique. Mais donc une sobriété sur les consommations énergétiques, mais pas que, aussi sur les consommations de matières premières, avec de plutôt favoriser des matériaux biosourcés, des matériaux respectueux, et aussi sur les consommations de ressources en eau. Éviter, par exemple, des opérations de végétalisation qui vont nécessiter une irrigation importante. Donc voilà, ça va être des enjeux très importants à prendre en compte dès le début et à garder en tête de manière permanente lorsqu'on envisage l'adaptation. Également, adopter une démarche low-tech en s'appuyant sur voilà, des techniques simples, abordables pour les occupants qui peuvent maîtriser et s'approprier. Favoriser des actions qui vont également favoriser la résilience collective et ne pas limiter la capacité d'adaptation des bâtiments voisins, des populations voisines, mais aussi de l'environnement, de la nature aux abords du bâtiment. Et enfin, un principe essentiel qui est d'envisager l'adaptation comme l'adaptation du bâti à son environnement, plutôt qu'une adaptation de l'environnement au bâti, qui est une démarche qu'on a adoptée finalement ces dernières décennies. Et donc, il faudrait recadrer toute notre démarche sur voilà, la conception du bâtiment comme faisant partie intégrante d'un écosystème de bâtiments et dans un environnement qui n'est pas passif. Voilà, donc je vais laisser la parole à Mathilde maintenant pour vous présenter la suite. Par contre, Mathilde, je garde le partage d'écran, donc n'hésite pas à me dire si je ne passe pas bien les slides. Super, merci Delphine. Donc effectivement, pour illustrer le guide et puis permettre à tout le monde de visualiser un peu plus concrètement comment les actions peuvent s'articuler entre elles, on a décidé de réaliser un modèle de bâtiment résilient face à 2 aléas qui sont les vagues de chaleur et les inondations. Donc, comme l'a dit Delphine, l'idée pour nous, c'était de sélectionner
des actions adaptatives qui permettent d'adapter le bâtiment à son environnement et non l'inverse. Et c'est pour ça qu'on a créé un petit scénario où on a imaginé l'environnement immédiat du bâtiment. Donc, on a décidé que notre bâtiment modèle serait un bâtiment à usage tertiaire, localisé à proximité d'un cours d'eau et dans une zone urbanisée. Et donc, une fois qu'on a établi ce petit scénario, on a sélectionné une vingtaine d'actions adaptatives qui permettront d'augmenter la résilience, d'améliorer la résilience de ce bâtiment face aux 2 aléas climatiques auxquels il est exposé. Alors, malheureusement, pendant ces 1 heure de webinaire, on ne va pas avoir le temps de détailler avec vous toutes les actions adaptatives que vous voyez à l'écran. Mais ce que je vous invite à faire, si vous voulez regarder plus en détail ce schéma, c'est de vous rendre sur le guide des actions adaptatives et vous retrouverez ce schéma dans les 10 premières pages du guide. Ce que je vous propose également de faire durant ce webinaire, c'est qu'avec Delphine, on détaille 5 actions adaptatives que vous voyez sur le schéma, qui, chacune d'entre elles, appartiennent à un des chapitres, un des 5 chapitres que Delphine a présenté, pour vous offrir un panel assez large et assez représentatif de ce que vous trouverez dans le guide en termes d'actions adaptatives. Donc, ce qu'on vous propose de voir ensemble, c'est la surélévation des éléments de structure, le rafraîchissement du bâtiment grâce à la géothermie ou notamment au géocooling, la végétalisation des abords du bâtiment, la communication sur les risques aux occupants et puis, en dernier lieu, on verra le réemploi des eaux pluviales. Alors, pour la première action, tu peux rester sur le bâtiment idéal, s'il te plaît, Delphine. On a choisi de parler de l'action adaptative, surélever les éléments de structure. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, je ne sais pas si Delphine, tu peux montrer avec ton curseur, mais on a décidé de mettre une partie de notre bâtiment modèle sur pilotis, avec un parking situé en dessous pour exploiter l'espace. L'idée pour nous, c'était de mettre le bâtiment hors d'atteinte de l'eau, puisque, comme on l'a dit, il était exposé à des risques d'inondation, afin de limiter les dégâts matériels liés aux inondations, et puis d'avoir un délai de retour à la normale plus rapide, c'est-à-dire on s'offre la possibilité de réintégrer plus rapidement le bâtiment. Tu peux passer au slide suivant. L'action adaptative surélever le bâtiment peut se faire grâce à différents dispositifs. On n'est pas obligé d'utiliser des pilotis. On peut, par exemple, surélever notre bâtiment grâce à un remblai. On peut construire sur vide sanitaire ou garage non enterré. On peut également, bon, ce n'est pas écrit ici, mais avoir une démarche un petit peu plus innovative et puis construire des bâtiments flottants, comme c'est fait de plus en plus aux Pays-Bas, où on a un bâtiment qui s'élève et qui s'abaisse en fonction du niveau des eaux, justement pour être toujours hors d'atteinte de l'eau. Alors, ce qui est très intéressant sur cette action, c'est qu'elle s'inscrit dans la stratégie éviter, qui est une stratégie qu'on peut adopter quand on est face à l'inondation. Alors, je vais un petit peu expliquer parce que c'est peut-être pas très connu et un petit peu ambigu. Quand un bâtiment est exposé aux inondations, on a 3 stratégies qu'on peut adopter pour le protéger. Soit on décide d'éviter l'eau, qui est la stratégie la plus efficace, et on surélève le bâtiment pour justement le garder hors d'atteinte de l'eau et éliminer tous les dégâts possibles. Soit on décide de résister à l'eau, donc là on obstrue toutes les ouvertures du bâtiment et on évite à l'eau de pénétrer, on empêche l'eau de pénétrer dans le bâtiment. Ou alors au contraire, on décide de céder, donc on ouvre et on permet à l'eau de rentrer dans le bâtiment. Alors l'idéal, si on choisit cette stratégie, ce serait d'utiliser des matériaux résistants à l'eau pour limiter les dégâts. Bon, ça peut paraître un petit peu surprenant comme stratégie, mais elle se justifie en fonction notamment des conditions de l'inondation, si par exemple la submersion est prolongée ou alors si elle dépasse 1,50 m et elle met en danger l'intégrité du bâti. Donc nous, pour notre bâtiment, comme vous le voyez, on a décidé de mettre une partie sur pilotis et on a décidé de garder une petite partie quand même du rez-de-chaussée utilisable en tant qu'espace d'accueil, donc pour des raisons, par exemple, d'accessibilité du bâtiment. Et dans ce cas-là, on a quand même choisi d'utiliser des matériaux résistants à l'eau. Alors, pour terminer sur cette action adaptative, surélever le bâtiment, il faut juste garder à l'esprit, on peut penser à un nouveau levier réglementaire qui est assez intéressant, qui se situe dans la loi climat et résilience, où il est question de considérer que la construction sur pilotis peut être une solution pour limiter l'artificialisation des sols. Donc, comme ça, on peut avoir des synergies entre des actions adaptatives qui sont assez intéressantes. Alors, pour la prochaine action, le prochain chapitre sur les conditions de santé des occupants, je vous propose de parler de la géothermie, puisque dans le cadre de ce bâtiment modèle résilient, on a choisi de rafraîchir les espaces intérieurs grâce au géocooling. Alors, qu'est-ce que le géocooling? Le géocooling, c'est un système de géothermie qui va permettre de rafraîchir le bâtiment de manière passive ou plutôt semi-passive. Alors, semi-passive, ça veut dire qu'on a une consommation énergétique qui est vraiment très réduite et qu'on peut rafraîchir notre bâtiment avec très peu d'énergie. Le principe, il est assez simple, c'est qu'à partir d'une dizaine de mètres
sous le sol, ou dans le sol plutôt, on a une température qui est constante à l'année autour de 15 degrés. Donc, on peut l'utiliser à la fois pour se chauffer en hiver et à la fois pour se rafraîchir en été. Nous, on est dans le cadre d'un bâtiment soumis aux vagues de chaleur. Donc, pour nous, on utilisera la géothermie pour le rafraîchissement, mais on peut également l'utiliser pour, bien sûr, le chauffage. Qu'est-ce qu'un système de géocooling et en quoi c'est différent de la géothermie? Alors, le géocooling, c'est un système de géothermie dans lequel on n'utilise pas de pompe à chaleur. On utilise juste un échangeur thermique pour aller transvaser, je dirais, la fraîcheur du sol vers l'intérieur du bâtiment. Et c'est pour ça qu'on a une consommation énergétique très, très limitée. Alors, on n'a pas d'estimation réelle sur les capacités. Est-ce que le géocooling peut couvrir 100% des besoins en énergie? Mais on sait que ça peut très bien arriver. On a un REX, par exemple, dans la fiche, si vous êtes curieux et que vous voulez aller regarder le guide, où effectivement, le géocooling permet de couvrir 100% des besoins en rafraîchissement d'un bâtiment tertiaire. Alors, ce qui est cool avec le géocooling, c'est que ça peut être mis en place quasiment partout en théorie, puisque cette ressource justement de chaleur ou de fraîcheur dans le sol est disponible partout en France, et que c'est une ressource qui est non épuisable ou quasiment non épuisable, parce qu'on peut l'utiliser quand même pendant plusieurs dizaines d'années, voire plus. Alors, il faut quand même citer deux freins importants. Il y en a d'autres, bien sûr, qu'encore une fois, vous retrouverez dans la fiche. Mais là, on va parler de deux freins. La première, c'est que, étant donné que c'est un système qui se met en place dans le sol, il faut avoir un accès au sol, donc idéalement une emprise foncière libre. Donc, ce n'est pas toujours facile quand on est sur des bâtiments déjà construits et qui ne disposent pas de jardin, par exemple. Et un autre frein qu'il faut mentionner, c'est le fait que quand on met en place un système de géothermie, pour que ça marche, il faut avoir des équipements de chauffage ou de rafraîchissement du bâtiment adaptés, qui soient compatibles. Donc, par exemple, un plancher chauffant ou rafraîchissant, ou alors certains types le mot m'a échappé. Enfin, donc voilà, donc il faut prendre tout ça en compte quand on met en place un système de géothermie. Alors, je vais laisser ma collègue Delphine vous parler de la végétalisation des bâtiments, des abords des bâtiments. Merci. Oui, alors c'est toujours sur ce même bâtiment, on a appuyé un certain nombre de solutions sur des solutions de végétalisation avec une toiture végétalisée, une façade végétalisée aussi, la désimperméabilisation des sols qui peut se faire soit par de la pleine terre avec une végétalisation, mais en soi aussi par des matériaux adaptés qui vont être poreux, qui vont laisser passer l'eau. Et aussi la végétalisation des abords du bâtiment avec des arbres autour du bâtiment, mais ça peut être aussi des haies. Enfin, voilà, la végétation, là, peut jouer un rôle aussi pour aider le bâtiment dans son adaptation. Et donc, toutes ces solutions de végétalisation font partie des solutions d'adaptation fondées sur la nature, qui sont un volet complet de l'adaptation qui reprend les solutions fondées sur la nature, mais vraiment dans cette démarche d'adaptation. Et donc, on en a abordé un certain nombre dans le cadre de ce guide. On aurait pu être peut-être beaucoup plus, comment dire, on aurait beaucoup plus pu approfondir ce sujet parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est un vrai réservoir de solutions adaptatives et il y a un certain nombre de travaux déjà actuellement qui sont menés pour exploiter tout le potentiel de ces solutions de végétalisation. Donc, comme je l'ai dit, on va avoir la possibilité de végétaliser l'enveloppe du bâtiment, que ce soit par la toiture ou la façade. Donc, ça va permettre notamment d'améliorer la performance thermique d'un bâtiment. Je me rappelle qu'on avait vu dans le cadre de nos travaux l'exemple d'un bâtiment qui, grâce à une toiture végétalisée, avait pu réduire ses besoins en climatisation entre 90 et 100%, donc quand même très significatif. Ensuite, la végétalisation des abords du bâtiment, avec, là, comme vous avez ici, par exemple, un arbre, tout simplement, et le détail de toutes les pistes, tous les avantages que ça va dégager pour les humains à proximité et les bâtiments, avec des arbres, des forêts urbaines, mais aussi des haies, tout simplement, qui vont limiter les vents qui vont arriver sur le bâtiment.
Et également, dans le cas de la conservation de pleine terre, ce qui est quand même préférable, ça va permettre aussi d'avoir un accès au sol directement, ce qui va perpétuer à la fois le cycle de l'eau par l'infiltration des eaux dans le sol et aussi le cycle du carbone. Donc voilà, des choses qui vont vraiment être significatives pour améliorer la résilience du bâtiment, des activités qui sont hébergées et de tous les humains qui sont liés de tous les occupants de ce bâtiment. Au-delà de la capacité d'adaptation des solutions de végétalisation, c'est aussi toutes ces solutions basées sur la végétation permettent d'améliorer significativement à la fois le confort et le bien-être des occupants. Donc, on ne dénombre plus les études qui démontrent des effets positifs liés à la présence de végétation à proximité dans le cadre de la productivité au travail, dans le cadre des inégalités sociales aussi. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de thématiques qui peuvent aussi s'appuyer sur l'intégration de la végétalisation dans les bâtiments et à proximité des bâtiments. Et aussi tout le volet support de biodiversité qui permet aussi de préserver la biodiversité ou de réintégrer la biodiversité sur les bâtiments et dans les milieux urbains, qui est essentiel. Peut-être juste un enjeu important qui nous semblait intéressant, c'est de bien prendre en compte l'adaptation à la fois pour adapter le bâtiment, mais aussi pour adapter nos stratégies de végétalisation. Forcément, on va avoir un climat changeant, des écarts de température plus importants, des sécheresses, voilà. Donc, il est nécessaire d'avoir une démarche d'adaptation aussi dans le choix des essences qui vont constituer la palette végétale d'un projet de végétalisation. Et c'est des choses très intéressantes. On peut faire vraiment des choses super. On avait notamment échangé avec des acteurs dans le cadre du guide pour intégrer leur retour d'expérience. Et c'était très intéressant de voir comment ils avaient, eux, intégré ces enjeux d'adaptation de la végétalisation dans leur stratégie d'adaptation. Donc voilà, beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, les actions qui se basent sur les enjeux d'usage et de comportement qui vont être un réel levier dans l'adaptation au changement climatique, à la fois en favorisant le lien social, en permettant aux acteurs de s'intégrer dans cet environnement proche avec les bâtiments voisins, etc., la flexibilité des travailleurs et aussi les enjeux de communication qu'on a voulu détailler un petit peu plus aujourd'hui avec vous. Voilà, sur la communication, sur les risques climatiques qui nous semblent essentiels. Et donc, il va y avoir deux volets qu'on a repris dans cette fiche action sur la communication avec les occupants. D'abord, la communication, enfin, les campagnes de sensibilisation, la sensibilisation aux risques climatiques, comment les identifier, et donc dans quelle mesure il va être nécessaire et très enrichissant dans l'adaptation de mener ces campagnes. Donc, on a mis quelques conseils ici que vous pouvez retrouver aussi sur la fiche. Donc, déjà, de bien cibler les populations pour adapter le discours forcément à chaque population, pour ensuite élaborer une communication précise en fonction de leurs intérêts. Et aussi, bien sûr, une question de timing pour vraiment choisir le bon moment pour lancer une communication, par exemple après un sinistre ou un moment où il y a une couverture médiatique importante d'un aléa climatique. Ça peut être, les personnes seront plus réceptives au message qu'on souhaite leur faire passer. Donc, il y a ce volet de la communication, mais aussi la communication entre les parties prenantes, je dirais plus. Donc, qu'il s'agisse de la communication entre les gestionnaires ou propriétaires et les locataires, mais aussi entre les occupants directement. Et donc, on pourrait envisager voilà, d'intégrer des clauses de résilience dans les annexes environnementales qui concernent les baux de plus de 2000 m². Donc, ça pourrait être un levier pour discuter, pour mettre sur la table ces enjeux, des livrets d'information ou alors des comités annuels qui rassemblent les différents occupants. Enfin, voilà, des choses qui sont très intéressantes. Et donc, ça va permettre, voilà, comme je l'ai dit, d'améliorer la résilience du bâtiment, d'améliorer l'attention portée au bâti et l'observance des mesures des occupants du bâtiment.
Alors, en ce qui concerne la dernière action qu'on voulait vous présenter, il s'agit du réemploi des eaux pluviales. Donc là, sur le schéma, vous voyez qu'on a mis en place une toiture végétalisée qui va permettre de capter les eaux pluviales, avec un système ensuite de canalisation qui va transporter les eaux jusqu'à la cuve enterrée qui se situe sous le bâtiment et qui va stocker les eaux pluviales, qui vont ensuite être redistribuées dans le bâtiment. Alors, le remploi des eaux pluviales, c'est une action adaptative qui a de nombreux bénéfices. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Merci Delphine. Parce qu'il permet d'améliorer, premièrement, l'autonomie du bâtiment, il permet d'améliorer sa résilience. Alors, ça, c'est un petit peu dans la même idée ou démarche que d'autres actions d'autonomisation du bâtiment, comme par exemple l'autoconsommation énergétique. L'idée, c'est qu'on produit et on consomme sur place pour dépendre moins des réseaux de transport, soit des énergies, soit de l'eau, parce qu'avec la multiplication et l'intensification des aléas climatiques, il y a de plus en plus de risques qui pèsent sur ces réseaux, et donc on va avoir des défaillances éventuellement qui seront de plus en plus nombreuses. Et donc forcément, un bâtiment qui est capable de récupérer ou de produire et puis de consommer sur place sera plus résilient quand il y a des défaillances qui surviennent sur le réseau. Cette action est aussi extrêmement utile pour améliorer la résilience du bâtiment pour de nombreux aléas. On a parlé un tout petit peu du feu, mais pas réellement. Mais ça, par exemple, c'est une action adaptative qui va permettre d'avoir de l'eau en grande quantité disponible tout de suite. Elle permet aussi d'améliorer la résilience du bâtiment face aux sécheresses, par exemple, aux inondations, etc. Nous, dans le cas de notre modèle de bâtiment résilient, on a dit qu'il était soumis aux vagues de chaleur ou au risque de vagues de chaleur et d'inondation. Donc, dans ce cas-là précis, le remploi des eaux pluviales va nous permettre d'atténuer les inondations en cas de période de forte pluie, puisque la toiture végétalisée va capter une partie de ces eaux pluviales. Et puis aussi, on va disposer d'une réserve d'eau en cas de vague de chaleur, qui va nous permettre de réagir beaucoup plus rapidement. Enfin, un des bénéfices très importants de cette action, c'est le fait qu'elle permet de réaliser des économies au niveau des consommations d'eau. Et sachant que l'eau, c'est quand même une ressource qui se raréfie, et on peut s'attendre à ce que le prix de cette ressource augmente, et donc que les économies deviennent de plus en plus significatives. Alors, on peut quand même parler d'un frein assez important à l'utilisation ou la réutilisation des eaux pluviales, c'est le fait que la législation française est quand même assez stricte, et que c'est très réglementé l'utilisation des eaux de pluie, puisqu'elles sont interdites pour des usages alimentaires et sanitaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les utiliser pour les lave-vaisselle, les douches, etc. Mais éventuellement pour les lave-linges, pour l'arrosage de la végétation, et puis pour les sanitaires, pour les toilettes. Alors, on a souhaité vous parler de cette action, ça peut peut-être être bon, pas surprenant, mais en tout cas, c'est une action qui est quand même assez connue déjà dans le secteur de l'immobilier comparé à d'autres actions qu'on a évoquées, mais on a souhaité quand même vous en parler parce que, alors que les aléas climatiques s'intensifient, c'est une action qui est amenée à devenir de plus en plus intéressante, donc il ne faut pas la mettre de côté sous prétexte qu'elle est déjà mise en place dans certains bâtiments ou qu'elle est déjà connue. Donc, j'espère que cette petite survol de 5 actions adaptatives vous a donné une idée à peu près de ce qui est proposé dans le guide. Alors, ce que je vous propose à présent, c'est qu'on passe au temps d'échange. Alors, on a 15 minutes à peu près. Donc, avec Delphine, on va tenter, et Sakina, de répondre aux questions que vous nous avez déjà posées. Bonjour, du coup, je me présente très rapidement. Du coup, je suis Sakina, je travaille sur l'adaptation au changement climatique dans l'Observatoire des métiers durables. Donc, j'ai un peu encadré les débuts du guide, et ensuite le guide a pris son envol et a porté de très belles fleurs. Et du coup, je vais interroger Delphine et Mathilde avec les questions que vous allez me poser directement avec la plateforme de Zoom. Et donc, je vous propose de m'écrire directement les questions, et puis au fur et à mesure, je les poserai. Du coup, je commence avec les premières questions qui avaient déjà été écrites. Il y avait, parmi les aléas, on ne parle pas des vagues de froid polaire. Est-ce qu'on compte le faire un jour ou l'autre, et qu'est-ce qu'on préconise un petit peu? Oui, alors en effet, c'est ce que je disais, on n'a pas couvert tous les aléas à ce jour. Il y a des aléas qui peuvent avoir des impacts significatifs sur les bâtiments qui sont à ce jour encore moins explorés. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des aléas qui
potentiellement vont avoir moins d'impact à court terme sur le bâtiment aujourd'hui. Donc, on a vraiment souhaité d'abord détailler les aléas qui sont les plus susceptibles de nous impacter, mais ça ne veut pas dire du tout, en effet, qu'on laisse de côté ces problématiques et il ne faut surtout pas le faire. On a bien vu, notamment avec les actualités récentes, que ça peut vraiment avoir des impacts très importants sur la résilience des bâtiments et aussi du coup des activités. Donc voilà, c'est vraiment important. Et je pense qu'on pourra creuser après ces thématiques. Merci. Une autre question du coup sur le public un petit peu de notre guide. Donc il y en avait deux qui concernaient ces questions-là. Déjà, le public, est-ce que toutes ces actions dans notre guide sont applicables aux bâtiments de type industriel ou dans les zones d'activité artisanale, etc. Donc ça, c'était la première question qui concernait le public. Et la deuxième, c'est le périmètre des actions. Quel est le périmètre des actions? Est-ce que c'est plutôt France métropolitaine ou également outre-mer? Je réponds. Pour le public, on a vraiment souhaité s'adresser à tous les acteurs qui vont être amenés à prendre ces décisions. Donc, tous les maîtres d'ouvrage qui vont réfléchir à l'adaptation des bâtiments, également tous les gestionnaires de parcs immobiliers pour leur permettre voilà, d'identifier les actions qui sont applicables sur leur bâtiment. On ne l'a pas dit de manière très claire, mais il y a une véritable articulation entre aussi Batadapt et ce guide qui permet vraiment de répondre à un certain nombre d'enjeux. Ça reprend aussi un petit peu la structuration de Batadapt avec les parties du bâtiment, etc., qui vont être parallèles, enfin voilà, vraiment similaires. Donc, on a vraiment cette démarche structurée pour tous les acteurs à ce niveau-là. Et ensuite, C'est ça, France métropolitaine. Ah, alors nous, on s'est concentré surtout sur la France métropolitaine, mais certains aléas, notamment l'aléa vent fort et tempête, en réalité, aujourd'hui, concernent plus les bâtiments qui se situent dans les Outre-mer. Donc, effectivement, comme Delphine l'a expliqué, comme c'est un guide qui s'articule en partie avec Batadapt et que Batadapt ne s'applique qu'à la France métropolitaine, on a choisi de parler surtout de la France métropolitaine, mais il y a quand même certains aspects du guide qui s'appliquent ou qui sont plutôt spécifiques au territoire d'outre-mer. Merci. Il y avait une question sur la quantification des impacts des solutions évoquées, sur à quel point chacune des solutions a un impact fort sur le bâtiment en termes de résilience. Alors ça va peut-être être extrêmement difficile de créer un modèle mathématique pour quantifier ça de manière générale, puisqu'en réalité, l'impact de chaque action dépendra non seulement du bâtiment, de son environnement immédiat, du territoire, donc des conditions météorologiques, et aussi de la maintenance, et puis de l'utilisation bonne ou mauvaise de cette action. Par exemple, si on parle des protections solaires, par exemple extérieures, et qu'il n'y a pas de communication qui est faite auprès des occupants et que c'est mal utilisé, en fait, ça peut ne pas avoir d'effet du tout ou au contraire, justement, détériorer les dispositifs qui ont été mis en place beaucoup plus rapidement que ça devrait l'être, normalement. Et donc, ça met grandement en avant le fait que mettre en place une stratégie d'adaptation, c'est pas seulement des actions indépendantes, comme c'est dans le guide, c'est vraiment un processus avec un diagnostic, une analyse de risque, etc., qui est porté du coup par le premier projet qui avait été pour l'IT, qui est Batadapt. Et ensuite, derrière, une fois que l'analyse de risque est réalisée, il y a du coup ce guide des actions adaptatives. Et pour toutes les étapes qui vont suivre, on va mettre en place petit à petit des projets pour justement accompagner les acteurs et mettre en place des stratégies d'adaptation qui correspondent bien au bâtiment de A à Z. Il y avait une question sur les interactions entre les référentiels de bâtiments verts, les labels, etc. et ce guide. Quelles sont les interactions et comment est-ce qu'on qu'est-ce qui est préconisé par exemple dans les différents labels? À ce jour, je dirais que c'est une réflexion qu'on n'a pas. On s'est vraiment placé du côté opérationnel
et on n'a pas approfondi les concordances entre les labels ou les cadres, enfin tous les cadres normatifs et réglementaires, juste hormis qu'on ait souhaité nous aligner en termes de structuration avec les travaux de l'Alliance HQE, mais on n'a pas, on a vraiment, on s'est vraiment focalisé sur le côté concret des actions, leur mise en œuvre, les caractéristiques qu'elles vont avoir et comment est-ce qu'elles peuvent être mises en œuvre sans nous étaler dans un souci de faire quelque chose de vraiment focus et rapide à prendre en main, vraiment détaillé sur voilà, la mise en œuvre, les conseils, les choses à ne pas oublier. Et voilà. Il y a quelques questions également qui concernent les RGA. Donc, un peu quels sont les types de bâtiments qui sont concernés très, très rapidement et est-ce qu'on a mis quelques actions adaptatives en lien avec ça? Effectivement, on a une action qui est 100% RGA. C'est Alors, RGA, peut-être tu peux redéfinir, j'ai oublié de le dire. le retrait-gonflement des argiles. C'est en fait le fait que les argiles bougent en fonction du taux d'humidité. Et donc que ça peut effectivement mettre en danger, enfin plutôt éventuellement créer des dégâts au niveau du bâtiment, fissures, des planchers qui remontent ou qui redescendent. Donc effectivement, on a une action qui s'appelle contrôler le taux d'humidité du sol, qui est spécifiquement dédiée à ce risque du retrait-gonflement des argiles dans le guide. Alors, je ne sais pas si c'était plus précis que ça, ta question. Mais... Oui, il y a aussi ce qu'il est important de souligner, c'est que c'est un aléa aujourd'hui qui s'applique particulièrement pour des bâtiments de taille plus réduite, notamment les maisons individuelles. Donc, il y a quand même un certain savoir-faire qui s'est développé sur ce type de bâtiment. Mais la difficulté aussi, c'est que dans le cadre de ces projets, on va moins solliciter d'experts spécialement, voilà, on va moins avoir recours à des activités très innovantes ou alors les maîtres d'ouvrage justement n'auront pas forcément un œil averti sur ces thématiques parce qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas forcément ces enjeux. Et donc, il y a un vrai enjeu, je pense, sur la bonne réalisation de ces actions. Et il y avait aussi d'autres actions qu'on avait mises en avant, notamment liées à la rigidification de la structure, mais aussi aux fondations, adapter les fondations en fonction de la qualité du sol et voilà, des choses qui sont pleines de bon sens et en même temps cruciales pour faire face à ce type d'enjeu. Après, ce qui est vrai concernant le type de bâtiment, c'est que quand on est sur des gros bâtiments, très souvent, ces actions adaptatives sont déjà mises en place. Parce que ce sont des obligations réglementaires ou parce que c'est juste comme ça dans les contrats. Et que justement, ce risque est complètement sous-estimé ou inconnu au niveau du logement et notamment au niveau des maisons individuelles. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il y a plus de sensibilisation à faire, effectivement. Il y a une question aussi par rapport à notre estimation des surcoûts. Est-ce qu'on a justement travaillé sur cette question pour la mise en œuvre des différentes actions? Des surcoûts qui seraient liés à une mauvaise application. Non, plutôt les surcoûts qui seraient liés à la mise en œuvre de ces actions adaptatives. Ah oui. Alors, on n'a pas fait ce travail d'identification des surcoûts parce qu'on n'a pas eu cette démarche de comparaison en fait entre, enfin pas encore en tout cas, entre les coûts qui seraient liés au risque climatique qui s'applique au bâtiment et les coûts qui seraient liés à la mise en place de la stratégie d'adaptation. C'est des travaux qu'on est en train de mener, sur lesquels on est en train, en tout cas, de réfléchir aussi de notre côté à l'OID, donc qui pourraient déboucher sur des choses très intéressantes. Et je pense qu'il serait aussi important dans ces cas-là d'avoir des choses liées au coût, voilà, sur le coût de l'action comparé au coût de l'inaction face aux aléas climatiques. Et ça peut mener sur des choses très intéressantes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'a pas d'estimation du surcoût très précise, on sait pour la grande majorité des actions que nous avons sélectionnées qu'en fait, comme on réalise très souvent des économies d'un point de vue énergétique ou consommation, etc., en réalité, on s'y retrouve dans un laps de temps assez court, une dizaine d'années.
Et juste par rapport à l'histoire des surcoûts, il y a des réflexions sur les coûts de l'action et de l'inaction en termes d'adaptation au changement climatique dans le bâtiment qui sont de plus en plus réfléchis, et ça fait partie des projets qu'on pourra essayer de mettre en avant à l'avenir, et on est assez réceptif à toutes ces questions-là. Peut-être une dernière question pour la route, puisque en fait il nous reste juste 3 minutes. Alors là, la dernière question que j'ai vue, c'est comment on prend en compte les typologies des sites un peu plus vieux, et du coup comment est-ce qu'on prend en compte le fait que tous les sites ne sont pas à construire, mais plutôt parfois à rénover. Mhm. Justement, on a souhaité vraiment identifier les actions qui s'appliquent à toutes les opérations de rénovation par le système de fiches techniques qu'on a sur chaque fiche action, où on a les étapes de mise en œuvre du cycle de vie du bâtiment qui sont concernées. Et donc, je pense que c'est assez intéressant dans ce cadre-là. Et on a aussi souvent approfondi un petit peu ces questions, notamment dans les parties freins et leviers, parce qu'on va avoir des actions qu'il est possible de mettre en œuvre sur une phase de rénovation, mais qui vont générer un surcoût justement important par rapport à une mise en œuvre sur de la construction neuve. Et je pense qu'il y a un vrai calcul à faire entre la rénovation d'un bâtiment, ou alors le fait de reconstruire un bâtiment complètement, ou alors de voir cette rénovation. Et je pense que d'ailleurs, souvent, on voit que la rénovation du bâtiment peut apporter des choses très intéressantes sur la conservation du bâtiment existant, voilà, sur l'adaptation. Et d'autant plus qu'il est important toujours de garder en tête, et je pense que ça répond aussi à une question qu'on a abordée juste avant, mais de garder en tête ces principes directeurs de l'adaptation qui consistent à respecter à la fois une démarche de sobriété en consommation de ressources et énergétiques, et aussi de low-tech. Donc, c'est important toujours de garder ça en tête pour avoir une démarche d'adaptation réussie. Est-ce que c'est votre mot de la fin? Parfait. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. S'il y a des questions qu'on n'a pas traitées, ce qu'on peut faire aussi, c'est les traiter a posteriori et les reprendre, nous, pour vous faire un retour après s'il y a des questions importantes qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. Donc, si on passe rapidement à la suite, en tout cas, merci beaucoup pour vos questions. Alors voilà, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais bien sûr, le guide des actions adaptatives au changement climatique est déjà accessible et publié sur le centre de ressources de l'OID Taloen. Donc, vous aurez ce support et vous pourrez avoir les liens vers toutes ces ressources, donc à la fois les fiches aléas, le guide des actions adaptatives, mais aussi tous les travaux de l'OID à ce lien. Et donc, on a aussi, toujours sur Taloen, un certain nombre de ressources qui peuvent intéresser les acteurs qui ont une démarche d'immobilier responsable, dont la publication toute récente d'un guide des écomatériaux pour l'immobilier, qui a été mis en ligne la semaine dernière et qui est très intéressant, avec un travail approfondi sur les différents écomatériaux. Un rapport sur l'adaptation au niveau international qui peut aussi vous intéresser, et également le baromètre 2020 de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, qui permet d'avoir une étude de l'évolution des consommations énergétiques, notamment des bâtiments depuis ces dernières années, et donc qui peut avoir des informations intéressantes. Donc, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention aujourd'hui, pour votre présence lors de ce webinaire, et de vous inviter à consulter bien sûr ce guide qui, on l'espère, vous répondra à vos attentes. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous donner votre ressenti, ou alors partager des retours d'expérience sur des actions. On sera ravis. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.